Bienvenue ce soir à tous et à toutes. J'ai le plaisir d'introduire une séance exceptionnelle avec Jean Deloisy. Je ne sais pas comment le présenter, mais je voudrais d'abord remercier Marie-Christine Labourdette, présidente de ce château, Éric de Chasset, qui dirige l'INHA, d'avoir organisé ce festival. Ce festival, il est fait pour, au fond, attirer les amateurs d'art et d'histoire de l'art le plus largement possible, au-delà des corporatismes, au-delà des petits terrains, vous savez, de jeux où nous restons cantonnés. Bref, nous avons imaginé au Conseil scientifique que j'ai l'honneur de présider un grand prix du festival pour honorer au fond une action ou une personnalité qui incarnerait bien l'esprit qu'est le nôtre, de dépasser donc ces frontières. Le monde de l'art est très varié. Et nous voulons finalement, par ce Grand Prix, en donner une idée. Et cette année, un jury très divers lui-même, composé d'un artiste, d'un amateur, d'une romancière, d'un éditeur, d'un collectionneur, d'un directeur de musée, d'une journaliste, d'une historienne de l'art, bref, un jury aussi varié que le Conseil scientifique, ont décidé que nous donnerions le prix à Jean Deloisy pour son émission qui s'appelait « L'art est la matière » et qui s'est appelée « Les Regardeurs », qui a changé de nom, mais qui fut toujours la même émission parce que produite par Jean Deloisy, à nul autre pareil, qui a quand même eu cette extraordinaire endurance, fidélité à la radio, près de 400 émissions que nous écoutions, que nous attendions tous les dimanches sur France Culture à 14h. Et 14h, c'est une heure assez rosse, parce que vous savez, 14h, pour un déjeuner de famille, c'est compliqué. Il faut trouver une astuce, vous voyez, pour partir comme ça. Mais tout le monde, finalement, l'a fait. Régulièrement, nous avons tous trouvé un truc pour nous échapper de ces déjeuners familiaux pour aller écouter in vivo l'art et la matière. J'ajoute que nous avons été, nous, dans ce monde de l'art très varié, été invités par Jean Deloisy et pu apprécier à la fois son professionnalisme, sa gentillesse profonde, de presque s'oublier à notre profit en nous rendant intelligents, plus intelligents. Et ça, c'était vraiment, je crois, c'est l'un des... Évidemment, comme je suis une vieille dame, j'ai vu beaucoup de journalistes dans ma vie, mais c'est vrai que c'est un talent qui est très rare, disons, chez les producteurs d'émissions. Alors, nous avons décidé de donner ce grand prix donc, à cette émission, à Jean. Particulièrement pour cette émission qui a rallié, disons, des amateurs d'histoire de l'art et d'art au-delà, disons, de la sphère habituelle d'influence que nous avons dans notre petit métier. J'ajoute que finalement l'intérêt de cette émission, c'était que tu avais l'art de faire se rencontrer des personnalités de nature différente, des artistes, et c'est de ce dialogue finalement entre des personnes de métiers différents, de spécialités différentes, que naissait finalement la grâce, et tu savais fédérer très au-delà de notre tout petit monde. Donc, c'est vraiment un honneur d'annoncer ce prix qui te sera donné dans quelques heures maintenant. Mais au préalable, je vais te laisser entre les mains, si je puis dire, de la jeune génération qui t'admire et qui voudrait te poser quelques questions, et peut-être réciproquement, parce qu'il faut se méfier de Jean, il a l'art de poser des questions, je vous préviens, donc ne croyez pas que... Vous voyez ce que je veux vous dire.
Donc Jean, c'est à toi. C'est un garçon ému que vous avez devant vous. Et j'ai l'impression que c'est un prix qui est remis à la passion que ces historiens suscitent. Et lorsque je me promène aujourd'hui à écouter une conférence ici et une autre là, je me rends compte que je suis dans une sorte de cithère et que ces historiens sont mes Vénus. Donc c'est quelque chose de très troublant d'avoir soudain la sensation. Il y a longtemps que je suis dans ce métier, pas de producteur de radio, mais d'art, d'exposition, que j'adore. Mais on a l'impression, quand on reçoit un prix pareil, qu'on est de la famille. Et donc cette idée, cette sensation d'être de la famille, de tous ces spécialistes, de tous ces connaisseurs, de tous ces amoureux de l'art, de tous ces passionnés, me touche profondément. Et donc je suis vraiment très ému, très heureux, très reconnaissant de l'attention que vous me portez à cette occasion. Donc je vous remercie, Laurence, bien entendu, Laurence Bertrand d'Orléac, Éric de Chasset, Marie-Christine Labourdette, tous les artistes qui ont bien voulu venir dans cette émission, tous les historiens, et il y en a beaucoup ici, qui ont bien voulu venir dans cette émission, tous les amis qui sont là, et même Karen Deloisy qui est là, et que je salue et que je remercie parce qu'il a fallu qu'elle supporte les préparations de toutes ces aventures. Voilà. Alors, c'est le début. Nous allons commencer. Est-ce que vous me permettez de vous faire écouter quelque chose avant de commencer? Je ne sais pas si ça va marcher, mais ça m'aurait amusé que vous entendiez ça parce que ça me rappelle des souvenirs que j'ai aimés et qui m'ont permis d'introduire aussi bien à l'art préhistorique qu'à l'art égyptien, qu'au monde des Mayas et qu'à 1000 histoires, et que ces 1000 histoires sont intéressantes. Donc, peut-être ça va marcher. Les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent. L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Parce qu'on veut transformer la vie. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas. Ils utilisent des formes et des mots inconnus. Ils transforment ce que nous savions du monde. Ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Avec les voix de Louise Bourgeois et de Francis Bacon et les voix de tous ceux qui ont bien voulu participer à cette aventure. Et puis ce petit jingle qui était Henri Chopin, en fait, La pêche au thon, 1952, je crois. Et voilà. Et merci d'avoir écouté les uns et les autres. Et merci à votre tour de m'accueillir à cette table. Je vais commencer. D'abord, on voulait se présenter avec Fabien. Donc, Fabien Lacouture est chargé de la programmation scientifique du Festival de l'Histoire de l'Art à l'Institut national d'Histoire de l'Art. Il est docteur en Histoire de l'Art médiévale. Il a écrit une thèse sur représenter l'enfant en Italie, du Nord et de l'Italie centrale au XIVe et XVIe siècle. Voilà. Ça fait sérieux, hein. Et donc, je me permets de présenter également Lucie, qui est à côté de moi, Lucie Grandjean, qui est chargée de mission développement culture à l'INHA également, qui est docteur de l'Université Paris-Nanterre et qui a écrit une thèse qui a reçu d'ailleurs le prix du musée d'Orsay et qui a un très beau titre, Saisir l'horizon, la circulation de l'image panoramique à travers les États-Unis au XIXe siècle. Nous voici réunis. Très beau titre, en effet, hein, vraiment. On n'est pas là pour parler de ça, je crois. On est là plutôt pour parler de vous. Non, mais le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, j'ai écouté un commentaire sur la violence chez Rembrandt et Rubens. Là, j'entends cela. Chaque fois, je me dis, il faut absolument qu'on fasse une émission là-dessus. Ça va être passionnant. Donc, oui, je peux faire 1 heure, il n'y a pas de souci. Mais justement, peut-être qu'on peut commencer là-dessus, sur cette façon de voir le monde à travers le prisme radiophonique, de tout voir peut-être à force pour en faire une émission de radio. Est-ce que c'est quelque chose un regard que vous aviez déjà, donc une voie que vous avez trouvée assez facilement? Est-ce que vous avez mis du temps à trouver une voie et avoir ce regard sur les œuvres, sur les expositions, sur la production de certains artistes pour le rendre en émission à un public? Vous savez,
quand je disais tout à l'heure que ça serait très intéressant d'écouter les chemins spirituels dans la peinture flamande et d'en faire une émission, c'est sincère. C'est-à-dire que lorsque l'on a la chance d'avoir, même en autodidacte, comme je l'ai été souvent, écouter des professeurs, écouter des savants, etc., chacune de ces conférences est une émission et on se dit à chaque fois, mais je suis gourmand en sortant. L'appétit, ça rend un appétit considérable. Et au fond, notre désir d'écouter des histoires, notre désir d'exercer notre passion, on a envie de participer à ça. Alors, je dois dire juste une chose encore avant de vous redonner la parole, mais il faut que je cite quelqu'un qui m'a aidé avant de faire ces émissions. J'avais été invité à faire quelques chroniques dans une émission que vous avez peut-être connue, qui s'appelait Peinture fraîche. Et c'était une émission absolument merveilleuse. Et c'était très beau parce que la personne qui s'en occupait avait un talent fou, c'était un grand poète, et il avait ce talent aussi d'avoir les grands silences de France Culture. Et c'était une façon de faire un son et une sonorité qui n'est plus celle que l'on a maintenant, puisqu'on ne supporte plus tellement les silences. C'est pour ça que je parle très vite, mais pour ne pas ennuyer, j'ai tellement peur que vous ennuyiez. Mais Jean Dève, quand il vous posait une question, et il posait des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre, mais il expliquait que ça n'avait aucune importance qu'on ne puisse pas y répondre. Ce qui était important, c'est le bredouillage intermédiaire, et que c'était là que se transmettait l'émotion. Eh bien, Jean Dève, je lui rends hommage, puisqu'il est toujours sur Terre, et je le remercie, puisque c'est lui qui m'a donné ce goût de l'oralité. Alors justement, sur l'émission, on se posait une question avec Lucie en préparant cet entretien. Ce changement de nom dont a parlé Laurence, passage des regardeurs, une sorte d'écart entre l'œuvre et la personne qui la commente, on réfléchira sur la question de parler et de décrire les œuvres après, mais passer des regardeurs à l'art et la matière, passer du regard à la matière, est-ce que c'était une volonté? Est-ce qu'il y a eu un changement qui s'est fait dans l'émission à ce moment-là, ou pas du tout? Est-ce que c'était simplement un titre de radio qui a changé à ce moment? Intéressant, parce que ça montre un changement, non pas de moi-même, je pense, mais de la radio. C'est-à-dire que lorsque j'avais proposé avec Sandra Dancouralet, qui préparait ces émissions avec moi à cette époque-là, Les Regardeurs, hommage bien évident à Marcel, notre ami Marcel, ce sont les regardeurs qui font les tableaux, et d'ailleurs ce sont les regardeurs qui font les tableaux, eh bien l'idée était de rentrer à l'intérieur d'un tableau et de se dire chacun de ces tableaux est une énigme, que vous soyez en train de regarder une tache entre les deux mains des époux Arnolfini, ou bien un bracelet de Chokwe, dit un bracelet de pouvoir qui se transmettait uniquement en arrachant les nerfs du précédent, si je puis dire. C'était à chaque fois, ces objets étaient des énigmes. Et au fond, regarder un tableau, surtout que là on le faisait avec un artiste, ça permettait de partir dans un voyage absolument merveilleux. Et j'aimais énormément cette émission et cet approfondissement, et avec toutes les saveurs que cela nous donnait, c'était totalement passionnant. Et donc, tout à l'heure, par exemple, il y avait un propos sur la comment est-ce qu'elle disait, désimager, désimage. Je devrais faire de la radio pour retrouver une façon élocutoire normale. Et c'était très intéressant de voir comment une image s'affadit à l'intérieur d'un tableau pour indiquer que celui qui l'épouse, celui qui croit à la situation qui est là, incorpore l'image, et que déjà il y a un effacement de l'image dans l'action qui est dépeinte. C'est assez extraordinaire comme idée. C'est une idée très très incroyable. Et donc on pouvait rentrer dans des idées comme ça longuement. Et rentrer longuement dans des idées, je trouvais que c'était passionnant. Et puis à un moment donné, France Culture a dit, mais vous savez, on est un instrument pédagogique pour le pays, pour les francophones, etc. Il faudrait que ça soit plus général. J'étais un peu triste parce que j'aimais beaucoup, moi, cette chance du particulier. Et donc, le souhait de France Culture à ce moment-là, qui m'a un petit peu déçu, mais avec une certaine lâcheté, j'y ai souscrit, ne serait-ce que pour poursuivre les rencontres, c'était... au fond, il faut que les podcasts de France Culture soient l'occasion de rentrer dans l'histoire de l'art et d'apprendre, et de ceux qui l'écoutent, quand ils veulent entendre parler du baroque ou de l'art préhistorique, etc., ils vont vers une de vos émissions et ils ont une sorte de panorama plus général. Une déspécialisation, au fond, une attention
un changement de focale. C'est resté intéressant, je crois, et j'ai eu toujours un plaisir fou à le faire, mais ça montrait un changement dans l'instrument même qu'est la radio, et un changement peut-être dans la politique. Et donc vous, qu'est-ce que vous considérez avoir fait? Est-ce que vous considérez avoir fait de la pédagogie, de l'ouverture, on ne dira pas la vulgarisation, de la traduction, de la transmission? Comment est-ce que vous qualifieriez toutes ces années de radio, si vous deviez en retenir un mot? Moi, j'espère avoir transmis de l'appétit. Je trouve que ce qui est merveilleux, au fond, rien n'est plus important dans nos vies que d'entendre des histoires. L'exactitude de ces histoires est secondaire, que ce soit bien Piero della Francesca dans La Flagellation, qui est au cœur des trois personnages qui s'y regroupent. Aujourd'hui, on le croit, mais il y a quelques mois, il y a quelques années, on ne le croyait pas. Est-ce que c'est important que ça soit la vérité? Oui, ça m'intéresse énormément, jusqu'à ce qu'on découvre une autre vérité. Quand j'écoute Salvatore Settis parler de la tempête, je sais que la conclusion à laquelle il parvient pour l'interpréter est fausse, mais le chemin qu'il a fait pour l'interpréter est tellement fascinant et m'a appris tellement de choses que c'est merveilleux. Donc le but n'est pas de transmettre une information sur l'art, c'est de transmettre une pérégrination dans l'art. Voilà comment je ressentais les choses, et j'espère que, je trouve que dans cette cithère dans laquelle nous sommes, c'est ça qui se passe, c'est que on entend des choses extraordinaires. Je pense que le nombre de mensonges transmis aujourd'hui est considérable. Mais quelle chance, quelles histoires, quel premier pas merveilleux. Mais alors justement, pendant le festival, on a la chance, les participants ont la chance de... Alors la chance, vous allez nous dire si c'est une chance. La possibilité en tout cas de montrer ce dont ils parlent. Montrer, on l'a vu, les images de violence qui ont marqué la salle au quartier Henri IV il y a quelques minutes. L'un des points évidents du médium radiophonique, c'est justement l'émergence du site internet de France Culture qui permet de voir l'image, qui permet de télécharger l'image, c'est précisément de ne pas la voir. Donc l'appétit, est-ce que ce n'était pas aussi un appétit de mots? Parce que dans le récit que vous faisiez. Vous connaissez l'ekphrasis, hein, quand même, c'est ça, c'est l'exercice que nous adorons. Mais souvenez-vous d'abord de Godard, il dit la radio, c'est le plus grand écran de cinéma du monde. Et je trouve que c'est vrai, la radio produit des images, la voix, la parole produit des images. Quand votre maman était assise sur votre lit et vous racontait une histoire, vous aviez 1000 images qui passaient dans votre esprit. Et donc, la radio est un kaléidoscope fabuleux pour produire des images. Donc, je pense que la participation de l'auditeur à la création de l'image est intense dans une émission de radio lorsqu'elle est écoutée et fascinante, que ce soit au théâtre ce soir, je ne sais pas si ça existe ou un truc comme ça, ça doit être, c'est ça, c'est ce monde mental. Chacun a l'habitude de prendre un livre, un roman et de se dire... Quand je me suis endormi dessus, les images sont nées en moi. J'ai fait beaucoup d'expositions et dans l'une d'entre elles, il y avait, ça s'appelait L'image dans le tapis, c'était inspiré de ce roman merveilleux de James. C'était à Venise, à la Biennale de Venise, il y a quelques années. Et la première œuvre, c'était une œuvre de la collection Spitzer, donc une œuvre en cire de la collection Spitzer. C'était une femme endormie et qui respirait. Il y avait un mécanisme comme ça, et elle respirait. Et c'était extraordinaire parce qu'on avait l'impression qu'on rentrait dans l'exposition par quelqu'un qui était en train de songer l'exposition. Et au fond, cette proximité du songe, c'est-à-dire l'idée d'être capable d'entraîner quelqu'un dans un récit et dans un songe légèrement dénoué, est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et au fond, la radio qui passe d'une voix à une autre, je ne vais pas monopoliser de ma voix notre conversation, mais qui permet d'écouter les uns et les autres, est quelque chose qui nous permet de rentrer dans un récit. Ça ne marche pas à tous les coups. Je pense que sur les 400 émissions dont on parlait tout à l'heure, dont Laurence avait la gentillesse de parler, il y en a peut-être une centaine qui sont super, qui sont vraiment super. Mais les autres sont moins bien parce que moins bien préparés, pas en forme, fatigués, interlocuteurs anxieux. Je me souviens d'une dame qui me parlait de Théodule Ribaud. Elle avait fait une exposition Théodule Ribaud à côté de Paris. C'était une conservatrice.
Et Théodule Ribaud, on l'appelait le Velasquez des cuisines. C'est un artiste qui était venu un petit peu tard, comme ça, et qu'on appelle le Velasquez des cuisines, parce qu'il peignait beaucoup de cuisine, d'arrière-cour, de gigots, de côtelettes, etc. Et alors, il avait une exposition très importante en 1897 aux Beaux-Arts, et qui a eu beaucoup d'effets, il était admiré, mais il a eu une fin de vie solitaire et abandonnée. Mais enfin, je ne vais pas raconter sa vie, je vais simplement dire qu'à un moment donné, cette dame que je fais parler de Théodule Ribaud, et je lui dis quand même une des plus belles choses, c'est ce gigot. Et alors elle se met à octer et à pleurer en disant c'est la chose la plus horrible que je n'ai jamais accrochée, j'ai encore honte d'avoir ça. Et alors je lui dis, comme c'était enregistré par chance ce jour-là, je dis on coupe, et quand vous irez mieux, elle a octé pendant un quart d'heure et on a pu reprendre l'émission ensuite, et avec un peu de dignité. Mais c'était, voilà, donc il y a eu 1000 anecdotes comme ça, voilà. Mais donc, on entend à la radio votre voix, on entend la voix aussi d'historiens d'art, on entend les archives parfois. Donc, comment on conjugue ces strates de temporalité entre l'œuvre, l'archive d'autres historiens d'art et historiennes d'art qui ont pu l'évoquer à la radio même, la vôtre qui devient aussi archive, en fait. Enfin, comment on vit cette archivisation directe. Enfin, je veux dire, une émission de radio est un podcast dès le lendemain. Aujourd'hui, on devient une archive aussi instantanément que l'émission est publiée. Jolie question. En plus, ça concerne quasiment la plupart des historiens qui sont ici, il y en a beaucoup, et qui découvrent par votre propos qu'ils vont s'empoussiérer peu à peu et devenir des archives vivantes. Et nous aussi, hein, du coup, on fait partie. Ça nous guette tous, cet empoussièrement ultérieur. Je vais vous dire, d'abord, le travail le plus amusant, le plus intéressant et le plus laborieux aussi, c'était pas tellement essayer de se souvenir de qui était tel artiste, Théodule par exemple, mais parce que ça au fond, un bon Wikipédia vous donne l'info si jamais vous avez un gros trou, quoique sur celui-ci il y avait que 3 lignes, il n'en méritait peut-être pas plus, et quoique moi je l'aime bien. Mais c'était d'aller chercher les textes d'époque ou de poètes ou d'écrivains qui parlaient de cela. Et au fond, dans ma bibliothèque, il y a évidemment tous les livres que nous avons tous, mais je faisais très attention à voir toujours les écrivains de l'époque, et qu'est-ce qu'on en dit à ce moment-là, etc. Et ensuite, de trouver les acteurs qui voulaient bien en parler. Finalement, au début, il y avait beaucoup d'acteurs, puis à la fin, c'était toujours les 6 ou 7 mêmes, hein, des voix auxquelles on s'habituait, et qui avaient un goût et une passion pour faire entendre à leur façon la voix de Huysmans ou de Proust, ou voilà, toutes ces merveilleux auteurs, parce que autant que possible les littérateurs, parce que sincèrement, je ne veux pas vous jeter la pierre, ou vous historiens, mais les écrivains, ils parlent vraiment bien de l'art, quoi. Voilà. Ça va pour la poussière? On enlèvera, parce que se souvenir, c'est aussi enlever un peu la poussière, mais on le fera un tout petit peu. C'est joliment dit. Un tout petit peu après, mais ce festival est vraiment fait pour accueillir, là aussi, des strates de temporalité de nous tous, c'est-à-dire voilà, des personnes plus avancées en carrière, des jeunes étudiants, personnes intermédiaires. Et j'ai des exemples dans la salle que je ne citerai pas, mais de jeunes étudiants, doctorants encore, toujours encore, qui sont venus pour vous écouter, qui ont, alors je ne sais pas si on fait ça grâce à vous, mais en tout cas, vous avez participé à un chemin. Vous disiez dans le générique, les chemins qui n'existent pas. Où est-ce qu'ils mènent ces chemins qui n'existent pas? Où est-ce qu'ils entraînent? En fait, entraîner, c'est dans notre métier à tous, c'est quelque chose d'absolument passionnant et c'est l'objectif. Au fond, on sait bien que notre savoir est très transitoire. Quand je dis qu'il est transitoire, c'est qu'on a eu la chance de vivre à une période, et peut-être que c'est cela pour toutes les périodes, d'ailleurs c'est cela pour toutes les périodes, mais où l'histoire de l'art s'est transformée d'une façon radicale. Non seulement, comme le disait tout à l'heure Éric de Chassey dans l'entretien précédent, par rapport à l'influence que peut avoir l'époque
et les préoccupations de l'époque sur ce que l'on a à transmettre, mais aussi parce qu'il y a eu un élargissement du monde fabuleux. Mais cet élargissement du monde, je peux saisir au 19e ce qu'il a été, je sais très bien ce qu'il a été au 20e, et en général permis par des artistes qui tout d'un coup se sont intéressés à ceci, intéressés à cela, ou des poètes, ou je pense, André Breton, ou bien au 19e, le nombre d'artistes qu'on a découverts et qui avaient été plus ou moins oubliés. Aujourd'hui, l'élargissement du monde, la modification de notre attention, le regard nouveau et enfin qui se pose sur l'autre sexe, tout ça fait que l'histoire de l'art se réécrit peut-être encore plus considérablement qu'elle ne l'a jamais faite. Et je m'aperçois que l'histoire de l'art que j'écoutais à l'école du Louvre quand je faisais mes études, pas très brillante, hein, mais très passionnée, eh bien, c'est pas du tout la même que celle que je connais aujourd'hui. Et donc la transformation, votre histoire de l'art n'est pas la même. Donc, sachant que tout ça est donc faux pour être caricatural, mais disons en tout cas incomplet et très transitoire et qu'on va tout réexaminer, même les choses les plus connues. Aujourd'hui, je lisais un article sur une réécriture et conception de ce qu'est l'inachevé chez Michel-Ange. On ne pense pas du tout aujourd'hui de l'inachevé comme le pensait Malraux quand il disait Michel-Ange et Léonard, c'est deux génies de l'inachevé, comme seul l'inachevé pouvait exprimer l'infini. Ces phrases-là ne sont pas bêtes, hein, elles ne sont pas fausses, mais elles sont tellement approfondies, diversifiées, etc. Donc, on entraîne dans notre passion, il n'y a que ça qui sert. Mais ça, la radio, quelle chance que vous me disiez ça, ça me touche beaucoup, l'hypothèse que la radio ait pu transmettre un goût et donner une envie. Je vais vous dire, je vais me vanter une seconde, mais on m'a déjà dit ça à une reprise ou deux sur des expositions. Il arrive dans nos vies, de commissaire d'exposition, etc., de faire une exposition, ça n'arrive pas souvent, hein, mais quand parfois il y en a qui ne sont pas trop ratés, eh bien il y a des gens qui disent, j'ai vu votre exposition, ça m'a donné envie de faire de l'histoire de l'art, ça m'a donné envie de devenir artiste. Alors là, on n'a pas vécu pour rien. Rien que ça, c'est quelque chose de totalement merveilleux et qui reste pour toujours. Avec une des personnes qui est ici, mais à l'inspiration d'un personnage étrange dont je ne parlerai pas tout de suite, mais j'en parlerai un jour. On a monté, par exemple, un projet qui s'appelle le MOP. Vous ne connaissez pas le MOP? Non? Ah ben c'est terrible. C'est le musée des objets qui n'existent pas. Et donc, c'est très important. Donc, est-ce que le musée existe? Eh ben, donc le musée existe, il a des statues, mais on a perdu l'adresse. Mais il a des archives qu'on a perdues, et vraiment. Mais on faisait un recensement fascinant de tous les objets dont on a entendu parler et qui n'existent pas. Pas seulement des objets qui auraient été perdus, égarés dans les circonstances et les guerres, mais des objets qui ont été parfois seulement inventés par des grands poètes, seulement rêvés, seulement, etc. Et faire une collection pas très chère, et avec des réserves relativement restreintes, des prix d'acquisition, mais des catalogues importants, qui seraient au fond un extraordinaire musée des histoires de tous ces objets qui ont nourri notre imaginaire et qui ont laissé un remous dans notre conception de ce qu'est l'art, le bouclier d'Achille, enfin bon, j'ai plein d'exemples, et bien, ça serait un musée fabuleux. Et au fond, la radio fabrique ce genre de choses, c'est-à-dire des histoires entraînantes et des objets qui sont au seuil de la visibilité entre la matérialité de la vision et son fantôme. Donc peut-être pour revenir aux objets, est-ce que il y a un objet ou peut-être une rencontre, on a parlé de ce fameux gigot, mais est-ce qu'il y a une rencontre ou un objet qui vous a fait changer, on parlait des chemins qui n'existent pas, qui vous a fait changer de trajectoire, qui vous a ouvert différemment la vision, que ce soit une œuvre ou une personnalité que vous avez pu accueillir dans l'une de vos émissions? Je ne citerai pas des personnalités qui sont dans la salle, hein. Donc ça sera plus simple. Écoutez, d'abord, il y a j'ai même oublié les noms de ces personnes, mais je me souviens d'émissions qui avaient l'air de rien. Vous
Vous savez, parfois, vous vous retrouvez, dans 5 jours, il faut qu'il y ait quelqu'un autour de la table. Qui est-ce que je vais pouvoir inviter? Alors, vous regardez, qu'est-ce qui a été publié, quelle exposition il y a, etc. Puis, vous tombez sur un livre et vous dites, bon, alors là, je ne sais pas du tout. Et puis, vous n'arrivez pas à la joindre. Et puis, si vous arrivez à joindre la personne 2 jours avant, ben, vous dites, c'est bon, il va y avoir une émission. Il n'est jamais arrivé qu'il n'y en ait pas à une date prévue. Donc, c'est déjà un truc super. Mais avec un petit peu d'émotion. Moi, je me souviens, par exemple, d'une émission qu'on a. La dame qui avait écrit ce livre, très joli d'ailleurs, c'est Le strabisme dans l'art, très joli livre. Eh bien, j'ai réussi à l'inviter la veille. Et je me dis, ah! Et heureusement, j'ai réussi à trouver le livre, parce qu'en général, quand j'ai le oui, il est samedi 17h, et l'enregistrement est le lendemain. Les librairies sont fermées, on ne trouve plus le livre, le PDF marche pas. Enfin bon, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Voilà. Donc, le strabisme, c'était super. J'ai lu, par exemple, le livre de Koering sur manger les images. C'est un livre très passionnant. Il y a des tas de moments, mais aussi des moments sur des sujets que je ne maîtrise pas. Par exemple, Jean-Michel Geneste parlant de la préhistoire, c'est tout d'un coup un voyage mais extraordinaire, et qui m'a obligé d'une certaine façon à faire des pieds et des mains pour visiter Chauvet. Et ça change la vie. C'est des moments qui changent votre vie pour toujours. Ça veut dire... Vous voulez, j'en ai 14 autres. Mais... Non, mais j'allais dire, je pense que ça nous parle à tous les deux. Avec Fabien, on programme en dehors de nos sujets de recherche l'un comme l'autre. Et je pense qu'on bénéficie beaucoup de l'ouverture que ça nous apporte. Déjà maintenant, je pense. Je parle pour Fabien. Non, mais absolument, absolument. Et puis on voit là, on a la chance de le voir en direct au festival, et c'était le cas pour vos émissions, c'est le cas pour Lucie à l'INHA. L'enthousiasme, c'est-à-dire que vous disiez, il y a toujours eu une émission. C'est-à-dire que alors j'imagine qu'il a dû y avoir des demandes qui n'ont pas abouti, mais à chaque fois, quelqu'un voulait venir parler. Ah oui. Et ça, et la plupart des gens qui sont ici j'espère que ça se passe bien, en tout cas pour elles et eux, mais sont contents d'être au festival, contents de venir à l'INHA. Il y a une envie, peut-être dans la discipline aussi, de parler, qui est une discipline, la place de la discipline peut-être de l'histoire de l'art. Justement, on est dans un festival de l'histoire de l'art, dans un institut organisé en partie par l'Institut national de l'histoire de l'art. En France, où l'histoire est reine, où la philosophie est presque reine aussi, la possibilité d'offrir une fenêtre à l'histoire de l'art, c'est quelque chose d'important. C'est très important, mais ce qui est extraordinaire avec ce qui s'est passé à Fontainebleau, pas seulement aujourd'hui, mais depuis 12 ans, 14 ans, je ne sais plus, Eric, c'est quelque chose comme ça, 12 ans, c'est que ça a révélé quelque chose qui est impensable, c'est que l'histoire de l'art puisse être un domaine populaire. C'est-à-dire que ça crée un engouement collectif, qu'on a tous envie d'entendre ces histoires d'artistes incroyables. Je travaille sur des expositions. Quand on travaille sur des expositions, c'est toujours étrange. Et on découvre en approfondissant une exposition, et c'est pour ça qu'écouter les commissaires, c'est toujours génial, ou d'écouter les écrivains qui passent 14 ans à écrire un bouquin. Je me souviens c'est vrai, je parlais tout à l'heure de ce livre qui est probablement assez faux en histoire de l'art, mais peut-être pas. D'ailleurs, je l'ai lu avec beaucoup de passion parce que j'étais très ému par le monsieur Postel. Ça vous rappelle quelque chose? Monsieur Postel qui a écrit un livre sur les époux Arnolfini. J'avais fait une émission dessus juste au moment où ça sortait. Et son interprétation était totalement estomacante. Et je ne sais pas si elle est juste, mais en tout cas, c'était une telle joie d'y croire, de regarder le tableau avec chaque millimètre, de comprendre que ce tableau pouvait être regardé comme un spectacle pendant 1h30 à la cour de Bourgogne, et qu'il pouvait être un jeu d'en décrire et d'en décrypter chacun des moments. Ce livre était absolument merveilleux. Et au fond, parfois on rentre dans ces livres avec un romanesque extraordinaire. Et c'est ça qui m'enchante. Par exemple, on rentre dans un tableau avec un côté romanesque. Tout à l'heure, j'écoutais l'émission sur la violence, pas l'émission, la conversation, la conférence brillante sur Rembrandt. Et je me souvenais,
avoir regardé longtemps un Rembrandt au Louvre, l'autoportrait à la palette, et je suis certain qu'il y a un élément qui n'est pas vu dans ce tableau. Alors, pour m'en assurer, j'ai arrêté dans la salle, toujours pleine, une autre personne. Est-ce que vous avez regardé la palette? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur cette palette? Et donc, et la personne dit, ah oui, ah, ben, j'avais pas remarqué, j'ai vu ça là. Et puis l'une, l'autre, etc. Et donc apparaît sur cette palette. Après, j'ai appelé le directeur de l'époque des peintures du Louvre, qui n'est pas Sébastien, qui était un autre à ce moment-là. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous savez que ça? Il me dit, ah ben non, je crois pas. Et puis tout ça est tombé lettre morte, donc je l'ai probablement rêvé. J'ai rêvé qu'il y ait, et vous pourrez vérifier, sur la palette du Rembrandt, l'autoportrait au Louvre, en plein cœur, là où il a mis un œil désorbité et posé au cœur de la palette. Et donc vous vérifierez. Moi je le vois. Vous me direz si vous le voyez. Et les visiteurs du Louvre ce jour-là l'ont tous vu. Donc, donc je sais que c'est vrai, nom de Dieu. Et donc c'est merveilleux parce que c'est ça, et hop, on est embarqué dans une histoire. Et tu vous dites, mais à ce moment-là, la figure de la peinture qui apparaît dans l'autoportrait de Poussin, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une question? Quel est le rapport temporel? Vous commencez à fouiller. Ah mais non, les dates sont impossibles, enfin, etc. Et puis vous racontez une histoire, et cette histoire vous oblige à regarder, mais tellement attentivement. C'est formidable, voilà. Et donc, ce que vous avez vu, dont vous n'êtes pas sûr, c'est un regardeur qui vous regardait, en fait. Ça. Exactement. Mais voilà. Donc, comment vous dire plus? Je suis très touché de votre intérêt et de votre gentillesse, enfin, c'est incroyable qu'on me prenne pour un historien d'art. C'est génial. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.